Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo. Merci de votre fidélité à ce magazine d'information sur Global Africa Télé Sud. Panel Hebdo, c'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptages et même leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Grégory Sileni. Bonjour Grégory. Bonjour Francis. Grégory Sileni, cofondateur de Madagascar Média, le site Madagascar Média, Alfred Chango-Lokoro, l'inamovible maître de conférence à la Sorbonne. Toi, inamovible en tout cas pour Panel Hebdo. Bien sûr. Merci d'être là. Guy Debal est avec nous, inamovible également, consultant en entreprise. Merci d'être là. Bonsoir Francis, bonsoir tout le monde. Et Gracien Roukidi-Kiza, bonjour, chroniqueur récurrent également, merci d'être là. Vous êtes analyste politique et essayiste. Bonjour Francis, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Alors, sommaire de cette édition, aujourd'hui nous parlerons de Madagascar. On pourrait parler de crise à tous les étages dans la grande île. Aux États-Unis, ces Américains qui refusent de vivre dans l'Amérique de Trump, c'est un autre sujet de cette édition. Et en Guinée équatoriale, on y revient sur l'affaire Balthazar Ngonga avec le jugement, le verdict de la Cour suprême sur cette affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, notamment sur la toile, sur Internet. Voilà pour le sommaire. Mais avant d'aborder ces sujets, quelques mots sur un sujet qui est au cœur de l'actualité au Mali. Il s'agit de la suspension devenue effective cette semaine d'une chaîne de télévision privée malienne, Djoliba TV, qui a été suspendue par la haute autorité de la communication sur la base d'une plainte venue du pays voisin, le Burkina Faso, une plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso contre Djoliba TV, à qui il est reproché d'avoir diffusé une émission au cours de laquelle un acteur politique malien, Issa Kaoundjim, aurait tenu des propos jugés gravissimes contre la junte au pouvoir à Ouagadougou. Alors Issa Kaoundjim a été immédiatement placé sous mandat de dépôt le 12 novembre dernier pour, je cite, « offense commise publiquement envers un chef d'État étranger ». Fin de citation. Et désormais, la licence d'exploitation et de diffusion de Djoliba TV lui a été donc retirée, comme le souhaitaient les autorités de Ouagadougou. Alors, je me tourne vers vous, Alfred, vous qui avez suivi cette actualité. Est-ce que nous avons là la démonstration d'une coopération active au sein de l'AES, en tout cas entre les pays de l'AES, en matière de répression, en tout cas, contre la presse et la liberté d'expression? Quelle réflexion vous inspire cette affaire? La première de toutes, c'est qu'il n'est point de démocratie sans une presse libre et indépendante. Or, les juntes ne sont pas des démocraties et donc ont peur de la presse libre et indépendante. Ce qui arrive à Djoliba TV, c'est ce qui arrive quand les putschistes qui arrivent au pouvoir ont peur justement de la vérité et voudraient mettre toute la presse au pas. Et la répression de la presse et la liberté pour la presse qui est inféodée à leur pouvoir montre effectivement qu'il y a là une ligne de partage qui montre effectivement que les juntes ont peur véritablement de cette presse-là. Le fait d'interdire une télévision privée alors qu'à côté il y a la télévision publique qui est à la botte de la junte souligne aussi la gravité de la question. Au fond, dans l'AES, les putschistes, qu'ils soient au Burkina Faso, qu'ils soient au Mali ou au Niger, ont peur justement que l'extérieur, en réalité, sache ce qui se passe dans ce pays-là. Ils veulent fonctionner en vase clos, comme ça, en étouffant toutes les libertés d'opinion, de presse, en particulier de la presse, parce qu'ils ont peur de ce pouvoir-là. Il faut dire qu'en fait, Issa Kaoundjim, qui avait critiqué la junte de Ouagadougou, avait surtout mis en doute une information concernant une tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la junte à Ouagadougou. C'est vrai que bon, depuis qu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir après son coup d'État, pratiquement, je dirais, tous les 2 mois, on entend parler d'une tentative de coup d'État. Il aurait juste critiqué, il aurait mis en doute, en fait, la version de la junte de Ouagadougou, ce qui lui vaut désormais donc d'être passé sous mandat de dépôt et devrait être jugé à Bamako le 23 décembre prochain. Mais alors, on apprend, alors, cette semaine également, on pourrait parler d'échange de bons procédés,
et qu'un un organe de presse, qu'on connaît très bien, l'Observateur Palaga, excellent journal, donc a été convoqué par la junte à Ouagadougou à la demande cette fois-ci des autorités du Mali, parce que ce journal aurait fait un commentaire, disons, acerbe, en tout cas libre, sur la nomination en cascade de généraux récemment à Bamako. Alors donc voilà, c'est une sorte, je veux dire, de renvoi d'ascenseur, quoi. C'est-à-dire que le Mali dépose une plainte contre un journal burkinabé qui est convoqué, tout comme le Mali a suspendu Joliba TV à la demande de la junte de Ouagadougou. Ce sont de bons procédés, donc c'est une sorte d'international finalement de la répression de la presse. Mais absolument, c'est-à-dire que là, on voit très bien d'ailleurs les limites de la capacité de ces juntes à accepter la contradiction. Est-ce que les juntes militaires sont des promotrices de la liberté d'expression et de la démocratie? Non, justement. Non. C'est ce qu'on entend dans ce que vous dites, en tout cas. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, quand ils prennent le pouvoir, c'est pour dire on va rétablir l'ordre, etc. Tout à fait. Oui. Sauf que dans les actes, c'est tout le contraire qui se produit. Surtout quand elles durent longtemps au pouvoir. Absolument. Et ce qui fait que la presse, évidemment, quand on a supprimé toutes les autres libertés ou que l'opinion se range derrière ces juntes-là, évidemment, donc il y a cette crainte qui surgit de voir une autre parole. Un mot rapidement, on fait un tour de table. Oui, moi j'adore la démocratie rêvée d'Alfred parce qu'il pointe beaucoup du doigt les dictatures. Vous adorez aussi la répression aussi oui, non, mais moi j'aimerais que les standards d'Alfred s'appliquent à l'intégralité des pays du monde. Je suis d'accord pour condamner le fait qu'on interdise une presse. Simplement, je tiens à rappeler, et je voudrais finir ma phrase, je le dis à l'avance. Non mais là, tu vas finir ta phrase. Il suffit de le dire pour que Poutine Alfred se manifeste. C'est la contradiction systémique. Oui, mais Alfred, c'est l'incarnation de cette contradiction systémique. Le postulat du départ est spécieux. Je ne sais pas comment vous allez conclure. Après votre monologue de 10 minutes, j'aimerais avoir 30 secondes. Donc, ce que je disais, c'est que ce n'était pas un monologue, il répondait à mes questions. Bon, malheureusement, n'est-ce pas ? Malheureusement, partout autour du monde, même dans les plus belles démocraties, il y a cette fâcheuse tendance, effectivement. Mais là, on a parlé de l'AES. De brimer la presse. Et je veux donner juste un exemple. On pense ce qu'on veut de Russia Today, mais Russia Today, pour donner un exemple précis, a été interdit alors que c'est un média. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut condamner. Ce n'est pas la même chose. C'est difficile d'avoir un débat avec vous, quand même, Alfred. C'est difficile de filer. Parce qu'un débat, il faut laisser finir ma phrase. Tu parles des postulats qui sont faux. Mais je dis ce que je veux et vous dites ce que vous voulez. Donc, non, pas du dis, tout. Si, ça s'appelle la démocratie. J'essaie de serrer le vrai le plus possible. Alors, on fait un tour de table. Allez-y. Tout à fait, monsieur le professeur. Je suis d'accord avec vous, monsieur le professeur. Pour aborder le sommaire de la semaine. Allez-y, Gratien. Oui, en fait, au niveau de ce qui s'est dit, Alfred, ce qu'il a dit, bon, il a raison, c'est que il faut savoir une chose, il faut qu'on se mette en tête que les militaires qui arrivent au pouvoir, ils veulent rétablir l'ordre. C'est vrai, l'ordre, mais on ne va pas ajouter démocratique. Ce sont des militaires qui sont habitués à l'ordre. L'ordre est démocratique, la démocratie, c'est une autre école. C'est-à-dire, ce n'est pas dans l'armée, on n'apprend pas la démocratie, on va se dire, c'est comme ça, mais on essaie de dire, tout le monde doit se ranger. Et donc, c'est une autre école, il faut encore apprendre la démocratie. Les gens qui sont arrivés au pouvoir, bon, disons qu'ils sont confrontés à des défis sécuritaires. Souvent, ça pousse à retarder la démocratie. Disons, cette école-là, de ne pas abonder dans cette école. Ce qui fait qu'ils restent, pour moi, ils n'ont pas encore vraiment été fait de cette école de la démocratie. Ils sont encore dans l'école de la sécurité. Ce n'est pas la vocation de la démocratie. Oui, parce que c'est une logique. Ils ont passé une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans cet ordre militaire. Il faut que ce soit préparé idéologiquement pour passer de l'autre côté. Mais je pense que, disons, essayer de comprendre, c'est qu'ils sont confrontés. Il y a la guerre au Burkina Faso, la guerre au Mali. Et donc, de cette façon, quand les militaires ils arrivent au pouvoir, en même temps qu'il y a une guerre, c'est très difficile vraiment d'évoluer vers... Mais il y avait la guerre déjà avant. Pourtant, la liberté de la presse était un peu plus active quand même qu'aujourd'hui. Grégory, pour conclure, on va passer au sommaire. Il ne faut pas se tromper de débat. Je pense que parler de démocratie dans les États de l'AES, c'est totalement utopique. Il ne faut pas oublier le discours qui a été le leur pour les différentes runs, c'est de dire que
on est face à des défis sécuritaires, on est là pour rétablir en effet l'ordre, et nous, on rejette totalement le paradigme de la démocratie. La seule chose qu'on veut faire, nous, et c'est ce que disent vous, si vous écoutez Ibrahim Traoré, on a nos propres valeurs, on a notre propre modèle de société, et c'est vers ça on tend. Donc là, en fait, à quoi on est exposé? L'ordre militaire. L'ordre militaire et leur vision de la société. Puisque jusqu'à aujourd'hui, même si bien évidemment on n'est pas dupe sur ce qui se passe notamment au Burkina Faso, où il y a clairement des aficionados et au niveau de la société civile, des financements par Ibrahim Traoré pour faire la propagande du régime au Burkina Faso. Mais moi je pense que plus on sera dans cette longévité, et à un moment donné, il faudra faire le bilan clairement, et là ils seront face à leurs responsabilités. Merci. On va aborder le sujet de la semaine. Madagascar, donc crise à tous les étages. Vous aviez la parole, Grégory, c'est vous qui allez nous éclairer sur ce qui se passe sur la Grande Île. Et on savait que Madagascar était confronté à de nombreuses difficultés économiques, sociales, politiques aussi, mais les choses semblent se compliquer de plus en plus. Si on en croit en tout cas, le cri d'alarme lancé récemment par la conférence des évêques à travers une lettre qui dresse un inquiétant bilan de la situation dans le pays. Et selon les évêques malgaches, tous les voyants sont au rouge dans tous les secteurs et domaines, éducation, santé, électricité, environnement, infrastructure routière. On peut également parler de la liberté d'expression aussi qui est mise à mal à Madagascar, selon les évêques en tout cas, qui disent ceci, je les cite, la situation est telle qu'elle oblige les gens à se sacrifier et à souffrir. Les gens semblent accepter avec résignation leur sort et leur destinée. Ils n'osent pas s'exprimer puisque pour eux, mieux vaut mourir demain qu'aujourd'hui. C'est un sévère réquisitoire. Est-ce que cela reflète, bon, je ne vais pas mettre en doute la parole des évêques, mais en tout cas, il y a de quoi s'inquiéter. Vous savez, à Madagascar, on est un cas un peu singulier parce que depuis l'obtention de l'indépendance, on a vécu plusieurs crises politiques et l'alternance politique se faisait toujours par l'insurrection populaire. Aujourd'hui, quand on regarde la situation à Madagascar, on retrouve quand même une forme de stabilité, puisque depuis 2018, on a vécu notre première transition démocratique, où un président sortant a laissé la place vacante à un président entrant qui est Hans Rajwen. Hans Rajwen entame un second quinquennat, et forcément, on se dit que maintenant, avec du coup cette stabilité maintenant depuis 2014, quel est le bilan de la politique à Madagascar ? Il s'avère, plusieurs études l'ont montré, des études sérieuses l'ont fait, notamment l'économiste Madame Razafin Rakout qui disait que Madagascar est le seul pays au monde qui en 54 ans s'est appauvri depuis l'indépendance et avec une réduction de la pauvreté jusqu'à 54% depuis les années 60. Ce qui veut dire qu'à Madagascar, pays insulaire qui n'a pas d'ennemis sous-régional naturellement, qui a tous les potentiels possibles, oui, on n'arrive pas à se développer. Et ça pose la question bien évidemment des hommes au pouvoir, de la politique à Madagascar, et force est de constater qu'il y a une forte désillusion du peuple malagasy. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a un pays qui vit clairement de l'aide internationale. Quand vous avez 70% de votre budget qui dépend de l'aide internationale, quand vous avez aussi une économie qui est relativement familique, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on attend d'un pays comme Madagascar ? Normalement, on doit être dans une politique avec un État stratège qui va mettre en place un tissu économique avec des entreprises, qui va après ensuite permettre à ce qu'il y ait Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Force est de constater, je pense, qu'on a une... La classe politique est défaillante. Exactement, il y a une incapacité. Moi, je pense aujourd'hui, et même si vous regardez un peu la position de l'Église catholique et des évêques, ils reconnaissent qu'il y a un travail qui est fait à Madagascar. Et je pense que... Oui, ils reconnaissent qu'il y a quelques avancées. Mais enfin, ceci dit, cette lettre de la conférence des évêques pointe quand même la responsabilité très clairement de la classe politique, à commencer par ceux qui sont aujourd'hui aux commandes du pays. Et je vais vous lire un extrait, vous nous direz si cela reflète la réalité. Mais une fois de plus, je ne mets pas en doute la parole des évêques. Extrait donc de cette lettre. De leur côté, les dirigeants semblent insensibles. Ils n'ont pas de plan de développement, pas de méthode et pas d'éventuelle résolution. Le petit peuple ne
sait plus où aller alors qu'une minorité accapare et dépouille la richesse nationale et en jouit en détournant le regard de la pauvreté des citoyens. Et c'est vrai qu'il y a une classe opulente, y compris la classe politique, qui vit dans une autre dimension par rapport à la grande majorité. Là, il faudrait clairement un État-providence avec des politiques vraiment structurelles pour que le peuple puisse en sortir. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ça ce qu'on remarque. On sait qu'on a une économie qui est avec une forte économie informelle au sein de notre société. Et en fait, ce qu'on constate concrètement, c'est qu'on a plus des mesurettes que des vraies mesures. On communique beaucoup et on voit, c'est là où je rejoins un peu ce qui a été dit, on ne voit pas en fait où le pays va, quelle est la direction. Et même si vous regardez, si vous écoutez les bailleurs de fonds ne veulent même plus entendre parler de Madagascar. Ils pointent le manque de sérieux de l'île. Et puis en plus, moi avec une corruption quand même qui est devenue endémique. Oui, il y a une corruption. De toute façon, c'est une corruption structurelle. Tout ce qu'on vit à Madagascar, que ce soit sur le plan climatique, que ce mais soit au sein de la classe politique, j'entends bien, parce qu'il ne faut pas non plus incriminer l'ensemble des citoyens et citoyennes de Madagascar. La corruption est quand même à tous les étages. Oui, c'est vrai, non, parce que c'est vrai qu'on veut toujours pointer que les hommes élites. viennent d'en haut quand même. Oui, bien sûr. Mais après, on dit que le peuple a la classe dirigeante qu'il mérite. Donc ça, vous voyez, je pense qu'à Madagascar, fondamentalement, vous voyez que ce soit du petit fonctionnaire ou à différents étages, il y a une corruption manifeste. Ça, c'est clair. Et c'est aussi ce qui agace beaucoup les bailleurs de fonds, ou même en France avec l'AFD, etc. Mais où sont les freins, où sont les pesanteurs réellement? Parce que bon, vous dites qu'il faut effectivement il faut des réformes structurelles, mais tout le monde le dit ça. Même le président André Azoulay le dit également, qu'il faut il faut un train de réforme qui soit volontariste et qui puisse presque écrire une autre page de l'histoire de Madagascar. Mais ça ne fonctionne pas. Et en face de cela, les évêques parlent également d'une population qui est plutôt résignée et qui finalement n'attend plus grand-chose de sa classe politique. Je ne vais pas employer des mots forts. Et moi, en fait, quand je parle, je prends bien évidemment sur des tons beaucoup plus longs pour pouvoir analyser. Mais quand Sophie Coignard parlait d'une oligarchie des incapables, on n'en est pas très loin à Madagascar, malheureusement. L'oligarchie des incapables. Oui, parce que malheureusement, ça existait. Moi, je dis, je ne pointe personne. Moi, je dis, je reconnais aujourd'hui, et comme vous le savez, j'ai pu travailler et côtoyer les hautes sphères à Madagascar. Il y a un travail qui est mobilisé, mais je pense qu'il n'y a pas malheureusement de vision, clairement, qu'on part avec. Je ne voulais pas personnaliser la question, mais vous avez effectivement travaillé quand même oui, bien sûr. Assez près d'ailleurs de ceux qui sont aujourd'hui aux commandes du pays. Et vous avez reculé, c'est-à-dire comme beaucoup de Malgaches, finalement, qui jettent l'éponge au bout du compte. Non, parce qu'en fait, on agit toujours d'une manière ou d'une autre, de manière directe ou indirecte. Et c'est pour ça qu'aussi je pèse beaucoup mes mots dans ce que je dis, parce que j'en dis vous êtes plutôt désabusé quand même, quand vous observez toute cette pesanteur. Je pense que c'est ça le sentiment de résignation aujourd'hui qui touche la population malgache. C'est qu'en fait, ils n'y croient plus du tout. Aujourd'hui, par exemple, actuellement, il y a l'enjeu des élections municipales avec un nouveau maire à Tananarive, et on sait combien c'est important, le maire de Tana. Beaucoup d'observateurs disent qu'il va y avoir un taux d'abstention assez important. Donc je pense que, et pourtant les Malgaches, si vous allez partout à Madagascar ou même ici au sein de la diaspora, tout le monde parle de politique, tout le monde s'intéresse à la politique. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette désillusion et un peuple désabusé parce que, je vous le dis et je me répète, c'est inconcevable qu'un pays comme Madagascar ne puisse pas s'en sortir. Un pays insulaire qui a des potentiels énormes. Et je pense que moi, personnellement, sur le plan économique, tous les paradigmes sont possibles à Madagascar. Un développement par le tourisme, un développement par l'industrialisation. Il y a tous les développements, un développement avec des partenariats riches parce qu'on a une situation géostratégique très intéressante. Une population qui ne demande qu'à s'engager d'ailleurs. Exactement. Voilà, qui est plutôt volontaire. Exactement, oui. Voilà, parce qu'il y a la crise de l'emploi aussi qui est une véritable calamité aujourd'hui à Madagascar. C'est ce qu'on voit sur les chiffres. De toute façon, quand on voit même les chiffres, il y a un petit peu d'évolution. On regarde, on fait une analogie entre les années 2000 et les années 2022 quand on a les derniers recensements. Au niveau industriel, on a gagné 9 points, mais on reste qu'à 16% du PIB. Pour l'économie de service, ça n'a pas trop élevé, ça a évolué que de 2 points. On voit que c'est très mince. Et en plus, d'autres observateurs ont souligné à juste titre, dès que la croissance commence à augmenter un peu plus, directement à Madagascar, d'emblée, il y a une crise qui s'opère et on retombe à zéro, si ce n'est pire que la situation elle était à un moment T. Gracia ? Oui. C'est vraiment un cas très, très inquiétant. Madagascar, c'est le pays, lors des indépendances, dans les années 1960, c'est un des pays qui avait le plus d'intellectuels. Un pays vraiment qui avait des ressources humaines vraiment pour développer le pays.
Mais on voit, en réalité, ce n'est pas la vision qui manque. La vision, il suffit de mettre en place, et la vision, on peut essayer si on veut travailler. C'est vraiment, pour moi, c'est un manque de volonté des dirigeants. Du moment où on se dit qu'on entre dans la corruption, parce que c'est lui-même qui est au pouvoir, il se dit qu'il entre dans la corruption, il veut s'enrichir. Il ne veut pas enrichir son peuple. C'est-à-dire il manque une vision, il manque de... C'est un pays qui se trouve, par exemple, on peut dire, ça peut être un hub. Ça se trouve dans une région où les marchandises peuvent arriver par là, aller sur le continent. Il peut y avoir beaucoup de choses dans le pays où il y a des fois des régions où il y a la famine dans ce pays. Oui, oui. Et vraiment, c'est un cas d'école, je dirais. Et il n'y a pas vraiment d'issue parce que même quand les Malgaches s'intéressent à la politique, on voit bien quand ça change. J'ai déjà vu ici, quand ça change de bord, les gens qui sont ici se précipitent pour rentrer, pour être au pouvoir. Donc, on fait la politique, non pas pour développer le pays, mais en fait pour s'enrichir. C'est vraiment cette vision, surtout qui est au Madagascar, qui est dans d'autres pays d'Afrique, qui empêche ces pays de se développer. Je pense vraiment, quelles que soient les lettres des évêques. Et en même temps, ce que je voulais ajouter autre, c'est les évêques. Dans une année, 4 lettres des évêques qui critiquent le pouvoir. Moi, je me dis qu'il y a un problème. C'est l'Église, c'est la société civile, c'est l'Église catholique. Mais qui critique à ce niveau, mais où se trouve l'opposition, les partis d'opposition? Très bien, c'est comme si vraiment on s'attendait à ce que l'Église continue à faire l'opposition. Il n'y a pas de parti politique. Finalement, les partis politiques de l'opposition n'ont aucun intérêt à souligner qu'il y a la corruption parce qu'eux, ils arrivent au pouvoir, ils font la même chose. À quoi bon de critiquer ce qu'on Ils font peut-être déjà la même chose déjà dans l'opposition. Et ils le faisaient bien avant, parce que les gens qui sont dans l'opposition, avant, ils étaient au pouvoir, ils faisaient la même chose. C'est pour ça, finalement... Il y a une culture politique quand même qui pèse, dont les effets pèsent sur le pays. Oui, il y a un certain niveau, on ne va pas se taper jusqu'à un certain point, mais comme l'Église catholique n'ira pas au pouvoir, donc elle peut taper. Oui, c'est vrai. On se demande où est passée l'opposition. Oui, ce que je voulais juste ajouter, parce que tout à l'heure, c'est ce que vous pointez en posant la question par rapport aux élites et le pouvoir politique. Il ne faut pas oublier cette bascule qu'il y a eu au début des années 2000. On a eu des personnes éminentes, notamment Didier Ratsir, qui était vraiment un énarque, l'ENA à Madagascar. C'est plutôt des figures des années 70-80, quoi. Oui, 70-80 exactement. Et en fait, en 2000, quand Marc Ravalman est arrivé, il y a une nouvelle idéologie qui a été insufflée à Madagascar en croyant que, d'une part, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui même dans les sociétés occidentales, que quelqu'un issu du monde entrepreneuriat, parce que Marc Ravalman avait réussi dans le monde des affaires, pouvait appliquer ce qu'il a fait dans les affaires dans le monde politique. C'était quand même un des premiers en Afrique, hein, parce que bien avant Patrice Talon, bien avant plein d'autres dirigeants. Et aujourd'hui, des dirigeants, quand ils viennent au pouvoir, ont cette figure, parce que qui est forte. Patrice Talon d'où? Hein? Patrice Talon d'où? Du Bénin. Du Bénin, oui, bien sûr, mais voilà, du Bénin, oui. Je voulais t'entendre dire ça. Oui, oui. Merci de la précision. Je ne sais pas ce qu'il... Je ne vais pas aller jusque là-bas, mais Alfred voulait me dire... Merci pour ce souci de la précision. Donc, voilà, donc en fait, aujourd'hui, peut-être que quelque part, la politique échappe aux vrais politiciens avec le souci justement que je disais tout à l'heure de l'appareil étatique et de la vision stratégique que doit impulser l'État, parce que je suis persuadé que quand on a tout à reconstruire, on est obligé de passer par un État stratège pour pouvoir tout mettre en place et ensuite éventuellement qu'il y ait une autorégulation du secteur privé. Et aujourd'hui, par ces personnes-là qui viennent issues du monde privé, on a une autre vision et des fois ça peut arriver à des fins uniquement personnelles. De ces nouveaux dirigeants qui viennent du monde des affaires, le Malgache a quand même déjà essayé un homme d'affaires, c'était Marc Ravalomanan. Oui, c'est ça, oui. Donc les Malgaches connaissent la limite de cette imposture. Oui, bien sûr, mais ce que je suis en train de dire, surtout, moi, ce que je voulais insister, c'est qu'on a eu un basculement. Et on voit aujourd'hui, en fait, au départ, quand on a présenté la situation à Madagascar, personne n'arrive à comprendre comment on en arrive dans cette situation-là, dans ce pays-là. On parlait tout à l'heure des États de l'AES. Quand on sait de l'AES, c'est clair, on a des États qui sont en proie à des situations de guerre. Il y a déjà des explications quand même qui sont assez sérieuses. À Madagascar, je vous dis, on ne devrait pas se retrouver dans une situation où les gens n'ont même plus accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité. C'est inconcevable. On est en train de vivre sur quel siècle? On est au XXIe siècle. À moins d'une révolution culturelle, ça a changer totalement la culture politique dans ce pays, quoi. Exactement. Oui. Avant Guy, peut-être.
Oui, écoutez, un commentaire sur beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Moi, ce que je note sur Madagascar, c'est que c'est une île, j'allais dire un pays, mais oui, un pays et une île qui a une faune et une flore inestimables. Donc, il y a absolument tous les atouts. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que cette île se trouve dans cette situation. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, malheureusement, les commentaires qu'on peut faire sont ceux qui reviennent souvent pour beaucoup d'autres pays africains, hein, la corruption, le despotisme, une certaine incompréhension, parce que c'est comme l'a rappelé Gratien, Madagascar a une élite intellectuelle, des gens assez compétents, comme beaucoup d'autres pays africains, et ces élites-là, successivement, arrivent au pouvoir, et pourtant, on est obligé de faire le constat à l'arrivée que ces pays ne s'en sortent pas. Donc, moi, j'ai pas de solution, je fais le constat comme tout le monde, après les propos brillants qui ont été tenus, et je ne peux que souhaiter que Madagascar se développe un jour, hein, parce que c'est une île qui le mérite. Voilà. Alors, je vais vous lire également encore un extrait de cette lettre des évêques. Hein. On peut lire ceci, alors je cite, « Pourtant, certains osent encore affirmer que le pays progresse et que les dirigeants sont efficaces. Existe-t-il des gens ou des groupes payés pour faire l'éloge des dirigeants tout en étant indifférents devant les souffrances du peuple ? Des dirigeants ou leurs partisans et proches collaborateurs abusent de leur pouvoir et amassent des fortunes. » C'est vrai qu'à côté de tout ça, on assiste, mais c'était également un phénomène d'époque, à des campagnes de promotion, des campagnes de communication qui vantent les mérites des dirigeants, de la classe politique, en tout cas celle qui est aux commandes de l'État. Et tout cela crée une sorte comme ça de rideau de fumée qui empêche en fait le monde extérieur de bien comprendre, enfin d'avoir une idée précise hein, du drame, hein, le mot n'est pas faible, du drame qui se joue sur la Grande Île. Francis, moi je ne vais pas taper sur je ne vous invite Rajoel, pas à taper que sur qui que ce soit. Ni sur les Malgaches. Je pense que on peut situer vraiment la première rupture. Oui. Qui entraîne ce qui suit à 1972, lorsque Didier Ratsirk fait son coup d'État et impose le socialisme rouge pur et dur à Madagascar. Et au moment où il quitte le pouvoir 10-15 ans après, il laisse Madagascar dans une situation... Au fond, la situation actuelle n'est que la conséquence de ce que Didier Ratsirk n'avait pas fait pendant toutes ces années où il était au pouvoir. Ça, oui. C'est d'un. Oui. De deux, il a très bien... Ça se discute, hein, mais bon. Oui, oui, non, exactement. J'apporterai les bémols. Mais c'est figé à ce moment-là. Oui. Non, ce que je dis, ça a détruit tout ce qui avait été construit entre 1960, Philbert, Tsiranan et les autres qui étaient au pouvoir, quand même. Et donc, Jacques Rabé-Mananzara et consorts, quand ils étaient au pouvoir, 72, ça a été une rupture. Des années plus tard, quand Didier Ratsirk part, il laisse un pays exsangue. Oui. Il laisse un pays exsangue. Et au fond, tous les présidents qui sont arrivés après, c'est pas qu'ils n'avaient pas de vision, c'est simplement qu'ils se sont heurtés à ce à quoi se heurtent ceux qui arrivent au pouvoir dans une situation de crise où ils n'ont pas les moyens justement de leur vision ou de leur politique. Bon, depuis 30 ans. Oui, mais qu'on comprenne Ravaloman, comprenne Rajoel Mampian, comprenne aujourd'hui Rajoel. Tous y sont arrivés, mais je pense que c'est Rajoel, lors de son premier mandat, avant de revenir, qui avait créé des zones. Ça, en fait, qui avait créé des zones. Dans des décennies, on continuera toujours à dire que c'est la faute à Ratsirk. Je suis en train d'expliquer le processus qui mène à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et que fait-on maintenant alors? Et alors, aujourd'hui, tous ces présidents qui sont passés après Ratsirk, ils ont essayé. Chacun à sa façon. Mais ils ont promis également. Oui, bien sûr. Ah oui, ils ont fait des promesses électorales. Ils ont voulu conquérir le pouvoir. Il y a quelques années. Quand on conquiert le pouvoir, il faut au moins confirmer, enfin, il faut surtout quand même se plier à l'obligation des résultats. Il faut avoir les moyens justement de sa politique. Or, combien de chefs d'État malgaches ont eu, puisqu'on l'a dit, la dépendance vis-à-vis des partenaires étrangers, des financeurs internationaux. Et si le climat des affaires n'est pas bon,
vous ne vous en sortez pas. Si la production nationale n'est pas... Ce sont les dirigeants qui font... Pardon. Ben oui. Si la production... Mais je suis en train de dire ici qu'il y a quelques années... Vous voulez dire que l'héritage de Ratsirac pèse encore aujourd'hui, vous voulez dire? Non, non, non. Je dis c'est ça qui a figé le pays. Ensuite, ceux qui sont arrivés ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient. Ils n'y sont pas parvenus. Oui. Voilà. Et enfin, je veux dire que... Mais il y avait des zones économiques spéciales qui avaient été créées il y a quelques années pour drainer justement des investisseurs étrangers à Madagascar. Ça avait marché un tout petit peu. Et puis, il y avait la création de ce marché de l'océan Indien entre la Grande Île, l'île Maurice, les Seychelles et la Réunion. Il y a des choses qui ont été faites quand même. Oui, oui, il y a des choses. Mais c'est simplement que, il y a les contraintes financières, économiques, internationales, il y a les contraintes internes, au fond le constat des évêques, qui est tout à fait compréhensible, mais pointe la responsabilité malgache, mais oublie de pointer la responsabilité aussi des institutions internationales. Enfin, dans les années post, le père Pedro s'occupait des pauvres. Ah oui, oui. Voilà. Heureusement qu'il était là, oui. Heureusement qu'il est là, d'ailleurs. Rapidement, Gratien d'abord. Très, très, très rapidement. Oui. S'il y a un pays politiquement, économiquement, qui est facile à développer, c'est un pays qui a plongé. Un pays qui plonge est facile à développer parce qu'il y a beaucoup d'idées. Il parle de Madagascar, du temps de Didier Ratsirac, mais qui est parti. On peut parler du Rwanda, par exemple, en 1994. Quand ils sont arrivés au pouvoir, il n'y avait même pas la monnaie. Ils sont partis, les gens qui avaient fait le génocide sont partis avec les coffres-forts. Regardez aujourd'hui où se trouve l'État du Rwanda. Ce sont les idées. Alors là, Gratien... Alfred, s'il vous plaît, on va aller au terme de ce sujet. Quand aux institutions internationales sont là pour toute l'Afrique, pratiquement l'Amérique latine, l'Asie, donc appliquent les mêmes principes. Il n'y a pas de pays privilégié. Et tout ce qui a été fait, par exemple, au Rwanda change la donne. Je termine. Le génocide au Rwanda change la donne. C'était un exemple. C'est ce qui se passe avec Israël aujourd'hui. Je termine. Tout ce qui a été entrepris, il dit bien qu'ils ont entrepris pas mal de choses. Oui, ils ont entrepris beaucoup de choses. Des hommes d'affaires sont venus, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Le climat d'affaires, c'est le pouvoir qui fait que le climat d'affaires soit meilleur. Ce n'est pas un climat comme le vent qui s'amène. Et la corruption empêche bien sûr les hommes d'affaires de continuer leurs affaires. Donc c'est désorganisé. Moi je vais faire les affaires. Les hommes d'affaires veulent gagner de l'argent. Je ne peux pas gagner de l'argent au moment où on me demande de l'argent, tout le temps, la corruption, où il y a un climat d'affaires qui n'est pas correct. Oui, on entend bien. En une phrase, l'échec n'est pas une fatalité. Gratien a donné de très bons exemples. L'Europe, après la guerre, a été rasée. L'Europe, aujourd'hui, est un continent prospère. Donc, Madagascar a connu une situation difficile, mais je pense que les échecs ne peuvent pas simplement s'expliquer. Voilà encore un exemple. Merci de votre concision. À vous de conclure, mon cher Grégory. Oui, je ne vais pas tout rebondir sur tout ce qu'a dit Alfred, mais c'est vrai que je pense que Didier Ratsirac, je ne ferai pas du tout le même constat, parce qu'en fait, ce serait très loin détaillé, mais il y avait forcément une géopolitique qui est très différente de la géopolitique d'aujourd'hui, et les positions de Didier Ratsirac étaient très contestataires et qui remettaient en question justement les institutions internationales avec les ajustements structurels. Et je pense que c'était déjà très fort et avant-gardiste à l'époque d'avoir opéré justement le mal des institutions financières, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et par ailleurs aussi, juste pour finir sur certains chiffres qui vont un peu illustrer la situation, quand vous voyez par exemple que La Réunion qui est juste à côté, qui aujourd'hui, j'ai plus les chiffres exacts, à peu près une centaine d'entreprises qui sont à Madagascar, et que Madagascar a au plus fort, moins de 30 entreprises qui investissent le sol réunionnais, ça montre déjà, quand on connaît notre superficie, qu'on connaît le poids qu'on doit avoir dans la sous-région, où on en est aujourd'hui. Et pareil pour la diaspora. La diaspora malagasy en France, c'est 200 000 personnes sur tout le territoire français. Elle investit très peu. Il y a très peu d'argent qui retourne à Madagascar comparé aux autres diasporas, que ce soit sénégalaises, maliennes et que sais-je. Merci à Grégory. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, vu effectivement l'intérêt que suscite chez vous ce sujet, Madagascar, qui est un sujet passionnant, Madagascar. Absolument. Parce que c'est un pays passionnant. On change de sujet donc, et de continent. On part pour les États-Unis avec ces Américains qui refusent de vivre dans l'Amérique de Trump. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Américains qui cherchent à s'expatrier loin de leur pays dirigé par Donald Trump. Et son équipe sur Internet, ces Américains postent des vidéos
pour se renseigner sur les meilleures destinations, les pays les plus sûrs. Et pour eux, il s'agit d'une urgence car il faut s'en aller au plus tard en janvier 2025, avant l'investiture du nouveau président. Des entreprises spécialisées dans l'accompagnement des candidats désireux de s'installer à l'étranger n'avaient jamais enregistré autant de demandes et on apprend que près de 34% des citoyens américains souhaiteraient aujourd'hui partir de leur pays. Et parmi les destinations les plus demandées, vous allez me poser la question, je vous le dis, les destinations les plus demandées pour ces candidats à l'exil, à l'expatriation, le Canada, le Mexique, et aussi la Grèce, l'Espagne, le Portugal ou encore les Caraïbes. Alors Alfred, finalement le président Trump qui veut expulser massivement des migrants, des immigrés de son pays, c'est lui qui est le premier à pousser ses propres compatriotes vers l'exil. Bon, moi, je dirais d'abord que c'est de la part de ces 34%, c'est une réaction qui est excessive, au fond. Alors, ce sondage de 34% a été réalisé pendant la campagne électorale, avant donc le scrutin. Oui. Mais sensiblement, c'est un désir de 34% de personnes. Il ne s'agit pas de 34% d'Américains qui vont quitter leur pays. C'est ça. Il fallait le préciser. C'est très bien. Je vous remercie. Et donc, je dis c'est excessif. Les propos de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Donald Trump a dit ce qu'il a dit pendant la campagne, et j'en veux pour preuve la réponse simplement de la présidente Sheinbaum mexicaine, en disant « Nous ne fermerons pas la frontière, il ne renverra pas les migrants au Mexique. Et elle ajoute, de toute façon, s'il appliquait sa politique-là, qu'est-ce qui va souffrir le plus? Ce sont les entreprises américaines qui fabriquent leur... On ne parle pas des migrants, là. Non, mais je veux dire, justement... On parle des Américains qui veulent quitter leur pays. Mais c'est pourquoi je dis, c'est la même logique, je dis, c'est excessif de surréagir suite à des propos de campagne électorale. Ça ne reste valable. Ce sont des Américains qui ne veulent pas vivre dans un pays dirigé par Donald Trump et son équipe. Ils sont minoritaires. Qui ne veulent pas vivre dans... Oui, d'accord, mais c'est une minorité intéressante. Pour moi, ce n'est pas significatif dans la mesure où la majorité des Américains disent « nous restons chez nous ». Nous ne partirons pas parce que nous allons le combattre à l'intérieur. Mais quel est le symptôme? Alors, c'est des passions symptomatiques de quoi? C'était ça en fait la question. Voilà, parce que je veux dire, c'est pas à chaque élection qu'on apprend que des Américains prennent des renseignements pour partir de leur pays parce qu'ils ne veulent pas vivre dans une économie dirigée par Trump, dans une société qui est dirigée avec la vision trumpiste, et compte tenu évidemment du profil du personnage et de l'équipe qui va l'entourer désormais. Oui, mais c'est exactement cela qui fait effectivement que ces gens ont des craintes, c'est-à-dire ils ne retrouvent pas les valeurs américaines de la civilisation américaine. La démocratie. Non seulement la démocratie, la justice, etc. Ils ne se reconnaissent pas en Trump dans cela. Et c'est pourquoi je dis que c'est assez excessif dans la mesure où, enfin, ils ont pratiqué l'homme une première fois, ils vont le pratiquer aujourd'hui. Ah ben justement, il y a une historienne, Laure Murak, professeure à l'Université de Californie à Los Angeles, qui vit aux États-Unis depuis 20 ans et qui envisage à présent son départ des États-Unis. Et elle dit ceci, voilà, quelqu'un qui parle de sa motivation. Elle dit, je la cite, la situation est plus grave qu'en 2016. Donald Trump a désormais la haute main sur presque tous les pouvoirs, censés être des contre-pouvoirs. Avec sa rhétorique fondée sur la menace, l'intimidation et la violence verbale, il a tout de l'homme des régimes autoritaires, des dictateurs. Trump organise la peur, ce qui est le meilleur moyen d'affaiblir l'opinion. Voilà l'idée qu'elle se fait de l'Amérique de Trump, et c'est pour cela qu'elle décide de partir. C'est intéressant, non? Tout à fait, mais c'est une surréaction, c'est-à-dire qu'on peut tout dire, on connaît l'homme, ce n'est pas la première fois qu'il tient ces genres de propos, on peut s'en inquiéter, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est le président des États-Unis, que c'est sa politique qui va être appliquée. Même la première fois, il avait la majorité, donc qu'il ait la majorité des 2 chambres, etc., ça ne change strictement rien. Très bien. Guy? Écoutez, moi je pense que c'est révélateur d'une photocopie de la société américaine. Aujourd'hui, la société américaine est profondément divisée. Il n'y a même pas 2 Amériques, il y a même 3, 4, 5 Amériques.
Et ça, c'en est le révélateur. Je pense qu'entre l'électeur républicain pur et dur MAGA et l'électeur mondialisé démocrate de New York ou de Los Angeles. Les MAGA ne sont pas mondialisés, non? Non, mais bon, on voit bien. On va dire, allez, j'ai employé un mot que j'exècre, mais je vais l'employer pour la compréhension. Entre un électeur démocrate woke et un électeur pur et dur extrême MAGA, pardon. D'accord. Donc voilà. Quand on ne vote pas pour Trump, on est woke alors, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Quand on ne vote pas pour Donald Trump, ça veut dire qu'on est un électeur woke. Là, vous me poussez à développer, mais ça je serais trop long. Mais j'essaie de bien comprendre votre pensée, surtout. Vous comprenez bien qu'on ne s'y trompe pas. Vous comprenez bien que la victoire de Trump s'est faite sur une rupture du discours ambiant à Washington. Voilà. Et oui, c'est fait sur une rupture du discours ambiant à Washington. Et les électeurs de Trump, j'ai envie de dire, leur dénominateur commun, c'est un rejet de l'establishment de Washington, du système. C'est comme ça. Enfin, l'immigration zéro, ce sont les Mexicains qui nous piquent le boulot, ce sont les élites corrompues, etc., etc. C'est sur ça, c'est sur ces thèmes-là que Trump a été élu. Bon. Les hommes, un de ses premiers décrets, d'ailleurs, il a par exemple annoncé qu'un de ses premiers décrets serait l'interdiction du changement de genre, etc., etc. C'est votre analyse. Oui, donc. Mais tout ça, il y a plusieurs Amériques qui coexistent ensemble. Et oui, probablement que les électeurs de Kamala Harris, une partie, puisqu'il y en a quand même une partie qui a préféré rester à la maison et ne pas voter pour elle, une partie des électeurs de Kamala Harris, ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, ne se retrouvent pas dans cette Amérique aujourd'hui. Et quoi que dise Alfred, j'ai un total désaccord avec lui, moi je pense que la démocratie a un sens. On passe notre temps à... Je finis, s'il vous plaît. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Je veux juste finir ma phrase. De quoi on parle? Mais vous ne savez pas de quoi si vous me laissez finir, vous allez comprendre de quoi je parle. Oui. Donc on passe notre temps à vilipender les dictatures partout. Là, on a un homme qui arrive, et donc qui n'est pas un inconnu, puisqu'il avait déjà été élu une fois, et qui arrive sur un programme fort de rupture, on va dire, une rupture extrême. Et qui est élu de manière claire et nette. Et j'entends les supporters ou soutiens démocrates passer leur temps à expliquer que il ne fera pas ce qu'il dit. Ben si, ça a commencé par la nomination. Mais c'est pas ça le sujet là. Non, c'était une remarque. Non, alors, moi je pense que l'explication elle est très simple, c'est qu'aujourd'hui il y a plusieurs Amériques et une partie de cette Amérique-là, celle qui est intéressée par un départ, ne se reconnaît pas dans l'Amérique de Trump. Mais c'est son droit d'ailleurs. Et c'est son droit. Oui. Je ne le remets pas en cause. Je dis juste que c'est un constat, c'est une manifestation concrète de ce que certains observent d'ailleurs depuis déjà quelques années, c'est qu'il y a plusieurs Amériques. Et je terminais juste en disant, contrairement à ce qui a pu être dit, moi je crois que la démocratie a un sens, et quand un homme est élu, il a vocation à appliquer son programme. Et j'en veux pour preuve que dans ces nominations, il y a un certain nombre de profils. Ce qu'il est en train de dire. On ne va pas revenir sur la nomination. Bon. On reste sur le sujet qui nous occupe là. J'ai pu parler 3 minutes 50, c'est déjà un miracle. C'est le désir de départ de ces Américains qui ne veulent pas vivre dans l'Amérique de Trump. Là, vous êtes en train de revisiter l'élection et de faire une sorte de rattrapage en regardant d'ailleurs Alfred. C'était une conclusion. Qui est devenu votre vis-à-vis permanent quand on parle des États-Unis. L'essentiel de mon propos tenait dans le fait qu'il y a plusieurs Amériques. Oui. Alors, c'est à vous de conclure, parce que vous avez constaté le huis clos entre... on est habitué. Oui, Trump, il aura le mérite de justifier, là, en fait, de ce qu'on dit la démocratie en soi. Pour moi, la démocratie, c'est la légalisation pratiquement d'une durée pour faire la dictature. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut, tant qu'on a le Parlement et le Sénat. Trump, il a le Parlement. Il a l'Assemblée, il a le Sénat. C'est la démocratie. Tu peux l'appeler tout ce que tu veux. Ah non, c'est pas moi qui... C'est la démocratie américaine. Oui, c'est la... Tu es élu pour 5 ans ou 4 ans. Pendant ces années-là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tant que tu as le Parlement qui te suit, on l'a vu dans plusieurs pays. On parle de dictature. Les dictatures, c'est que les gens ne sont pas élus. Et les Américains, ils ont compris finalement que l'homme qui a été élu, il peut faire la dictature pendant 16 années et donc finalement, il ne s'y retrouve pas, il part. La dictature est antinomique quand même de la démocratie. Exactement. Je pense que... C'est à vous de conclure, Grégory. Je vais conclure en essayant d'apporter des éléments supplémentaires pour nos téléspectateurs.
Je pense qu'il ne faut pas non plus accorder trop d'importance à ce sondage, même si, bien évidemment, il reflète quelque chose. Oui. Moi, ce qui m'inquiète, finalement... C'est un symptôme, quand même. C'est un symptôme, je suis d'accord avec vous. De toute façon, on l'a répété ici. On a une Amérique qui est divisée. Donc, quelle qu'elle soit l'issue de cette élection, on allait avoir quand même ce constat-là. Ensuite, moi, ce que je veux dire, c'est que dans l'une des plus grandes démocraties au monde, que sont les États-Unis, aujourd'hui, on ne parvient pas à faire consensus. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire que entre le Parti démocrate et les républicains, et c'était déjà ce qui était inquiétant au départ quand Trump est arrivé sur la première mandature, on avait peur justement en termes de politique étrangère de ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, que ce soit en politique intérieure ou en politique extérieure, on voit qu'il n'y a plus du tout de consensus entre les démocrates et les républicains. Il faut une continuité d'État dans une grande démocratie, indépendamment des sensibilités différentes. Et c'est là, je pense, que le point qu'on doit mettre en exergue. D'accord. Si vous étiez américain, vous partirez des États-Unis sur ce principe. Du tout, bah non. Bon, alors, dernier sujet de cette édition, la Guinée équatoriale. Avec l'affaire Balthazar, on y revient donc avec le jugement de la Cour suprême. Suite de cette affaire Balthazar Ngonga, haut fonctionnaire du ministère des Finances de Guinée équatoriale, l'homme aux 400 sex tapes, l'auteur et l'acteur aussi des vidéos à caractère sexuel, abondamment commentées sur Internet depuis le mois dernier. Il a été jugé par la Cour suprême de Guinée équatoriale et acquitté de toutes les accusations dont il devait répondre. Et en ce qui concerne ces ébats filmés en compagnie de dizaines de femmes, aucun reproche ne lui est donc fait. Alors, je ne vais pas commencer avec vous, Alfred, parce que je sais que vous êtes passionné par ce sujet. Je vais peut-être commencer par quelqu'un qui est peut-être plus distant vis-à-vis de ce sujet, Gratien. Alors, on a parlé de cette affaire, on avait parlé de scandale d'État, de scandale politico-médiatique. Qu'est-ce que vous pensez de ce jugement de la Cour suprême? Quel en sera l'impact sur les opinions? Et surtout, pourquoi cette affaire est jugée par la Cour suprême, quoi? Parce que c'est quand même une juridiction quand même singulière. Quand même. Tout dépend de son poste. Oui. Son poste qu'il occupait dans le pays. Oui. Il y a des gens qui sont jugés, des gens qui ont été nommés par décret ou autre chose. D'accord. Ça aurait pu aller en correctionnel, en fait. Oui, jugé directement. Ça, il y en a comme les ministres. Ça dépend des juridictions des pays. Très bien. Donc, mais en réalité, pour moi, je constate que la Cour suprême a raison parce qu'il n'a pas fait vraiment... Il n'y a pas une infraction parce que les femmes étaient consentantes. Tout à fait. On peut dire, à la limite, on peut dire les lieux n'étaient pas appropriés, mais je pense que dans la loi ne l'a pas prévu. Et comme la loi ne l'a pas prévu, donc on ne peut pas le condamner. Moralement, on peut dire ça peut être condamnable, c'est condamnable. Oui. Bon, il a filmé. Donc l'affaire retombe en fait. Oui, c'est moralement. Voilà. Mais pénalement, je pense que vraiment la Cour suprême a raison. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces hommes mariés à certaines de ces femmes qu'on voit sur les sex-tapes, enfin, qui sont présentes en tout cas sur ces tapes, et ces hommes qui expriment leur gratitude envers M. Balthazar Ngonga et qui disent découvrir la vraie nature, la nature cachée de leur femme grâce à ces vidéos, et qui disent, bon, voilà, désormais on peut divorcer en toute connaissance de cause. Si j'ai besoin de ça pour divorcer. Et finalement, c'est une sorte de héros national, Balthazar, au bout du compte. Non, pas nécessairement. En tout cas, pour ces hommes qui vont en fait pouvoir divorcer d'esprit tranquille. Oui, non, mais en fait, ce que ces sextapes ont montré, c'est ce qui se passe en coulisses, qui a été révélé en public, oui. Exactement. Et il y a une forme d'hypocrisie de ces hommes de dire c'est grâce à Balthazar, etc. Mais on peut leur retourner la question. Eux, quand ils vont forniquer ailleurs, est-ce que... quand ils vont forniquer ailleurs, est-ce qu'ils viennent... Mais là, vous accusez sans preuve. Là. Non, mais parce que quand ils se réjouissent comme ça... Vous pouvez être accusé de diffamation. Mais probablement, mais si on leur posait la question réellement, publiquement, tous ces hommes-là qui se précipitent à dire pique et pendre de leur femme, de divorcer, on s'apercevra que c'est du pipeau. En tout cas, ce jugement permet quand même, en tout cas confirme l'idée qui aurait dû être là dès le départ de cette affaire, que tout ça se passe entre adultes consentants. Oui, mais tout à fait, ça on l'a dit ici sur ce plateau, c'est simplement ceux qui ont diffusé les vidéos qui sont responsables. Et d'ailleurs, Balthazar, il s'est énervé en sortant de prison en disant qu'il va poursuivre ceux qui ont... bon, je dis là, il est un peu culotté, il dit qu'il a souffert... il dit qu'il va poursuivre en justice ceux qui partagent ces vidéos. Oui, enfin... C'est son droit, non? C'est de son droit. Il parle de stress et tout ça, enfin... Non. Et quand il parle de stress, mais quand il se tapait toutes ces femmes-là dans les bureaux, est-ce qu'il était stressé?
Vous savez, Guy? Écoutez, déjà, je veux rétablir un chiffre, ce n'est pas des dizaines de femmes, c'est des centaines, puisqu'il y a 400 sextapes à peu près. L'homme a une très très bonne santé, premièrement. Deuxièmement, certains l'appellent le Rocco Siffredi équato-guinéen. C'est ça. Donc, deuxièmement, on nous dit il ne les a pas forcées, mais en fait, certaines de ces femmes étaient ses subalternes, travaillaient dans ses équipes. Donc, on peut, en France en tout cas, dans un pays démocratique, hein, je sais que certains aiment bien cette distinction, on se poserait la question du consentement. Est-ce qu'un supérieur hiérarchique qui dit à une femme qui est sous ses ordres, viens coucher avec moi... Il n'était pas le supérieur de toutes ces femmes. Hein, certaines, je dis certaines seulement. Certaines. Oui, donc, oui, mais parce qu'on a tendance à généraliser, on dit elles étaient toutes consentantes. Bah, sur les 400, peut-être que même s'il n'y en a que 20 qui n'étaient pas consentantes parce qu'elles étaient en situation de subordination, oui. C'est déjà 20 de trop. En tout cas, le tribunal juge qu'il y a le consentement. Oui, en France, vous iriez en prison, même pour une. Donc, même s'il n'y en a que 20 sur 400, c'est déjà trop. Deuxièmement. Troisièmement, ce que je tiens quand même à ajouter, c'est que ce jugement de la Cour suprême, il est spécial. Et pour dire les choses telles que je le pense, c'est que c'est un jugement politique, puisque à la sortie, il a été exilé, lui et sa famille, en Espagne, puisque, bon, vous avez dû le voir, visiblement en prison, il a subi quelques tortures. Et certains, parce que bon, il y a peut-être des maris qui ont applaudi, mais il y en a quand même certains qui lui ont promis de s'occuper de lui. Et sur cette base-là, il a été exilé par sa famille, qui est quand même la famille du camp présidentiel en Espagne. Donc, de s'occuper de lui, c'est-à-dire de le... certains maris ont promis effectivement de s'attaquer à lui, puisqu'il y a quand même des femmes de dignitaires importants. Hein. Alors, rapidement, où en est-on finalement de ces accusations de détournement de fonds? Parce qu'il y avait tout ça quand même. Il y avait des rumeurs de complot politique, et tout cela s'envole avec le jugement de la Cour suprême? Non, la Cour suprême n'a jugé que l'affaire de sextape. Que l'affaire de sextape. Donc, l'affaire des détournements... On ne sait toujours pas qui a diffusé cette vidéo. Exactement. Parce qu'on a parlé de complot politique quand même. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on a traité l'affaire ici. Oui, et c'est pourquoi Balthazar s'est énervé en sortant de prison. Mais enfin, bon, ça c'est une autre paire de manches, j'allais dire. Oui. Mais la question des détournements est pendante. Donc, pourrait être rouverte à n'importe quel moment. D'accord. Mais pour l'instant, il est quand même en Espagne. Oui, pour des soins. Oui. Pour des soins médicaux. Et puis après, il reviendra tranquille. C'est pas ce qui a été dit. Donc l'affaire politique est toujours pendante. Elle est pendante. D'accord. Conclusion, Grégory? Oui, je ne vais pas dire grand-chose, tout a été dit. De toute façon, moi, indépendamment du jugement qui a été rendu, je pense que la question de la moralité en politique est importante, aussi bien que la question de la responsabilité. On ne peut pas se permettre, en tant que personne éminente, et avoir des rapports dans les bureaux où vous êtes censé travailler. Et puis, quelle image vous donnez sur le plan international, quand on sait déjà comment nos pays sont assez fragilisés sur un certain nombre de champs sérieux comme l'économie, etc. Et à côté de ça, vous avez un homme comme Balthazar qui se permet de faire 400 conquêtes filmées. Mais c'est vrai que là où je rejoins ce qui avait pu être dit, mais de manière un peu plus nuancée, c'est Balthazar, c'est le reflet de nos élites mondialisées. Et s'il n'y en a pas qu'en Guinée équatoriale, il y en a aussi dans d'autres pays. Trump, par exemple, aux États-Unis. Oui. Merci. On va terminer sur cette note morale. Merci beaucoup Grégory. Merci à vous, Grégory Sileni, cofondateur de Madagascar Média, Alfred Chango-Lokoro, maître de conférence à la Sorbonne, Guy Debal, consultant en entreprise, et Gracien Roquidequiza, analyste politique et essayiste. Merci pour vos commentaires et pour avoir participé à cette émission qui a été réalisée comme chaque semaine par Romain Clicquot-Demenc. Merci à lui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.